Voilà, je vais commencer donc le deuxième volant de l'histoire des monuments terrestres disparus de Marseille. Cette fois-ci, on sera plus sur des institutions que sur des monuments. Voilà, puisque trois éléments principalement, qui ont plus ou moins disparu. La corrida, qui a œuvré pendant plus de 200 ans, le zoo de Marseille, qui a fonctionné pendant 135 ans, et le tramway, qui a failli disparaître et qui n'a sauvegarde que par une seule ligne, qui était toujours en fonctionnement pendant plus d'un siècle et demi. Voilà, bon, alors bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je vais commencer par le plus original, c'est la corrida, parce qu'on pense que la Provence, et Marseille en étaient exclus, et bien non. Voilà, donc c'est en 1770 que fut édifiée à la Plaine la première enceinte, d'arène pour un spectacle de tauromachie. Voilà, et ensuite va s'en suivre près de 200 ans de corrida dans la ville. Voilà, alors là, bon, les images sont des images qui sont plus ou moins récentes. Quand je dis récentes, c'est beaucoup sont au début du XXe siècle et quelques images ou des photographies, puisque la photographie s'est vulgarisée qu'à la fin du XIXe seulement, hein, début du XXe. Voilà, donc les arènes ont nécessité d'avoir, de la tauromachie, d'avoir des arènes et de pouvoir contenir quand même les fougues du taureau. Voilà, donc vous voyez sur la gauche, au parc Borelli. Donc il y aura beaucoup de lieux qui vont se mettre en place, et qui vont être plus ou moins durables dans la mesure où ce sera ou du fixe, comme à Rouet ou à Borelli, ou ce sera du mobile qui sera posé pour la circonstance et démonté ensuite. Voilà, on peut dire que les premières arènes véritablement même si ça a commencé en 1770, on peut considérer que les vraies arènes, il y a eu de nombreux spectacles pendant plus d'un siècle, mais les premières vraies en dur vont être installées donc à l'avenue du Prado en 1881. Voilà. Alors en plus, c'est cet événement qui va sacrément marquer les Provençaux, parce que cette date d'inauguration, qui s'est faite donc le 14 août 1881, va voir s'effondrer ben, les gradins. Et il va y avoir de nombreux morts, comme vous pouvez le voir, et énormément de blessés. Mais ça ne va pas décourager pour autant les spectateurs marseillais qui vont continuer à venir à ces spectacles, qui vont se parcourir dans tous les quartiers possibles de Marseille et même au-delà, puisque Aix, Aubagne, il y aura droit à un moment donné. Voilà, alors on peut considérer qu'à partir de cet événement, ben, 6 ans après, et évidemment, un procès va avoir lieu, des subventions, des dédommagements pour les victimes, et on va faire des gradins qui vont être maçonnés. Et puis, mais ça ne va pas pour autant faire parler les mauvaises langues sur la honteuse parodie, les pantalonnades et compagnie, parce que certains ils venaient voir du spectacle et aussi la muerte, donc la mort du taureau, et d'autres, évidemment, étaient pour la sauvegarde animalière, comme ça l'est encore actuellement. Il y a toujours dans, dans le monde et dans chaque être humain, la part entre le vrai, le bon et le mauvais, entre on veut et on ne veut pas tuer des animaux. Mais on va savoir que progressivement, cette tauromachie va se compléter de spectacles qui seront des clowns, des cyclistes, des acrobates, des lutteurs, même des boxeurs, en fonction des marchés qui vont se faire progressivement. Voilà, on peut voir que, alors vous voyez ce que je disais, j'aurai beaucoup de dessins de cartes qui seront d'époque, qui seront même vers la fin du 19e, et quelques images un peu moins. Donc, cette tauromachie va pas mal se développer, puisque c'est par la presse qu'on peut voir l'engouement.
hein, voir le nombre de revues pour le football actuellement, et bien là, à l'époque, le football n'avait pas cette ampleur, puisqu'il s'est développé qu'au début du XXe siècle, au niveau Marseille, par le SMUC, hein, mais les revues de taurines vont être foison. Et il y aura toujours, évidemment, cette volonté de certains quartiers de refuser donc la prohibition de la mort, hein, du taureau, et les spectateurs qui veulent la conclusion. Et, et on va voir de nombreux, la sollicitation des gardes mobiles, des commissaires de police pour faire les amendes, pour régler à un moment donné des coups fourrés qui peuvent arriver entre les responsables des organisations qui avaient promis donc à la mairie de pas faire la mort du taureau et les spectateurs qui le désiraient. Dans ce sens-là, il y a eu quelques événements très marquants, comme le sac donc en 1872, qui vont détruire, hein, tous les alentours donc, du stade parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire la mort des taureaux. On en a eu encore un autre en 1889, bon, qui vont tellement ils vont, protester qu'ils vont casser chaises, verres, bouteilles, etc. Ils vont le lancer enfin, dire, les toréadors. Alors on a ça, on a des événements qui sont toujours marquants dans la mesure où ça crée un engouement extrême, hein, et on connaît la, la valeur très bouillonnante de certains Marseillais. Voilà, donc le 30 juillet, eh ben, la foule va incendier des arènes. À d'autres moments, ce sont des toreros qui vont refuser de rentrer. Évidemment, les spectateurs ne vont pas être contents parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés. Voilà. Dès qu'il y a du spectacle, il se crée forcément des problèmes qu'il y a autour. Mais la tauromachie va véritablement prendre son essor et son âge d'or, entre guillemets, euh, au début du XXe siècle. Et on le doit à Félix Robert, qui va toréer en France. Bon, il est toréé en France, en Espagne, au Mexique, etc. Et comme je l'indique, il va énormément accumuler de l'argent. Quand il y aura la révolution zapatiste, et bon, il va partir forcément du Mexique, puisque les Français ne sont pas forcément très bien accueillis, puisqu'il y a la guerre contre eux. Et puis, il va s'expatrier en Amérique, faire encore la prospection donc, et développement énormément des chevaux et du taurin, puisque c'était un toréador au départ. Et puis, il va être considéré au même niveau et connu que Billy the Kid, Cassidy ou Kid Carson et Geronimo, etc. Il va s'établir à Marseille. Et c'est à partir de cette date-là, principalement, qu'il va épouser donc une Marseillaise d'un nom bien connu et bien reluisant dans sa richesse. Et il va développer le plus possible jusqu'à son décès en 1916. Bon, il va continuer, je dirais, à faire prospecter par ses partenaires complémentaires. Voilà, donc on peut considérer que alors quand on dit 2 siècles, parce que ce sera 192 ans d'existence exactement, depuis la date de 1770, où la tauromachie va se mettre en place. Il y aura 18 sites principalement qui vont être installés de façon secondaire ou définitive, mobile ou en dur, et ils vont se compléter par d'autres spectacles quand il n'y a pas suffisamment, je dirais, d'engouement sur uniquement les taureaux. Et c'est ainsi que va se mettre en place des femmes toréadors, hein, donc ça va déjà donner la curiosité à la gente masculine qui était majoritairement observatrice de ces spectacles. Il y aura des clowns, des acrobates, des lutteurs aussi, hein. Et donc, on peut considérer que des grands
du côté de la tauromachie, des grands noms, des plus grands noms qui circulaient en Espagne, hein, puisque la tauromachie est principalement espagnole, hein, va venir faire son spectacle et sa corrida, hein, ici sur Marseille. Même des grands noms comme Cerdan vont participer avant ou après une corrida, dans les arènes même, le montage de ring pour effectuer de la boxe de haut niveau. Et comme il faut bien entendre, tout Marseillais se doit, à Marseille, il y a toujours eu le côté sombre, hein, de la pègre et du gangstérisme. Et on a un exemple assez original, si je peux dire, où un gangster va vouloir à tout prix, va faire pression sur l'arbitre, alors que son neveu était surtout défait, pour qu'on déclare son neveu victorieux contre une célébrité du monde de la boxe. Voilà, tout est possible à Marseille, dans les extrémités. Voilà, donc il y a eu un éveil au début du XXe siècle, donc de la condition, de défendre la condition animale, pardon, et de refuser justement des courses de mise à mort. Voilà. Alors évidemment, les artistes, peintres, euh, les journalistes vont se lancer à cœur joie ou dans des parodies. Voilà. Donc en 1920, le conseil municipal va établir définitivement la mise à mort, hein. À cette année-là, donc il y aura eu quelques corridas qui vont s'expatrier sur Aubagne. Il y a eu aussi ces arènes mobiles. Il y a eu quelques décès, ils sont rares, mais il y en a eu. Donc en 1925, où un grand matador, toréador, va mourir donc encorné. Ça a donné évidemment tous les détracteurs pour sauver la condition animale, des quelques pamphlets comme celui qui est indiqué en bas à droite. Voilà. Alors, ce qui est assez quand même exceptionnel, c'est que si sur Arles, Nîmes, sur des grands points, on a des grandes arènes gigantesques, il n'y en a qu'une qui se passe, ils n'en ont qu'une dans la ville. Ben, Marseille pouvait avoir, on a pas toujours, hein, mais il y a des années où on a eu, donc, comme en 1905, trois endroits qui fonctionnaient en même temps, alors offrant ou les arènes du boulevard Barral, hein, ou donc là on est sur la période de la fin du 19e, début du 20e, hein, jusqu'en 1914, euh, ou d'autres en même temps, comme les corridas et les arènes du rond-point du Prado, et aussi celle pas très loin, entre la rue Mermoz et le boulevard Édouard Herriot. Évidemment, les espaces étaient plus grands à l'époque, contrairement aux bâtisses qui se sont construites depuis, hein. Donc, il y avait des champs qui étaient assez libres dans différents quartiers, et c'est là que s'effectuait justement ce placement de ces arènes provisoires. Voilà, donc voici une des exemples de l'arène du Prado, où vous voyez à gauche, par rapport donc au- l'image de gauche, vous voyez le stade Vélodrome, hein, hein, qui est dont on voit bien l'enceinte, et légèrement à sa gauche et plus haut, donc entouré d'un cercle rouge, voilà, l'arène qui était à disposition à demeure, dont vous avez une image de disposition de ces arènes, hein, qui contenait jusqu'à 12 000 personnes. Bon, c'était une des phares justement de la ville de Marseille, c'était celle-ci, hein. Voilà, donc combien je disais qu'il y avait 18 lieux possibles. Eh ben, on pouvait voir des compétitions, enfin des événements de tauromachie à la place Castellane en 1819, en Jules Guesde en 1834, au Château des Fleurs, qui était au boulevard Michelet, ou au niveau de la Porte d'Aix, et même en 1878, il y a eu au théâtre La Valette, qui était la rue Paradis, il y a eu des représentations de tauromachie.
Voilà, donc on peut considérer que dans les années 50, on arrive tout doucement vers la fin. euh, il y avait même des stades qui ont été pris, comme celui de l'Yvonne, qui abritait alors l'Olympique de Marseille, et celui de la SNCF à Saint-Barthélemy. Et on tourait même donc, au Palais des Expositions ou au Parc Chanot. Donc tous les lieux possibles quasiment ont été cités. Alors là, on arrive tout doucement vers la fin de la vie de la tauromachie sur Marseille. Voilà, il reste encore les arènes des Catalans et les dernières quasiment qui vont subsister, ça va être les arènes du Parc Borély. Puisqu'au fur et à mesure, tous ces lieux que j'ai cités précédemment vont s'enrichir, qui étaient dépourvus d'habitation, qui étaient ou des champs ou des placettes, où on pouvait faire de la tauromachie, en y plaçant ces arènes, vont être occupées justement par des immeubles ou des habitations qui vont sortir de terre. On peut considérer que sur deux siècles, hein, comme je disais, de 1770. Donc, il va y avoir euh, donc, jusqu'au 1er juillet 1962. Vous voyez, donc, on est quasiment à avoir 2 siècles d'existence. Donc, et la dernière va s'effectuer donc sur des arènes démontables au dock des Suds où 2000 personnes vont assister. Voilà, c'était pour vous donner déjà cette première partie, hein. Il y a 3 parties qui vont s'effectuer ici. Donc voilà une partie de celle-ci qui a disparu complètement. Et évidemment, la Provence va continuer à enrichir par ses- par sa tauromachie dans des lieux beaucoup plus prestigieux comme Arles ou Nîmes. Le gros morceau, si je peux dire, ce sera sur euh, le tramway de Marseille, et on va voir son évolution, voire presque sa disparition avant sa renaissance, hein. Et c'est une des rares villes de Marseille, de France, pardon, qui, depuis sa création en, en 1700, en 1870, va pouvoir subsister jusqu'à ce que nous connaissons et aujourd'hui. Voilà, donc un gros morceau sur le tramway. Alors tout va commencer par un homme, il faut toujours quelqu'un qui lance une idée un peu originale, ça va être Broussais, un dénommé Broussais, qui va créer, ce qu'il appelait, quand on parle d'omnibus urbain, les omnibus, c'est ce que vous voyez aux images, hein. Ce sont comme des sortes de charrettes aménagées avec des sièges tirés par des chevaux. Là, on est sur les omnibus, évidemment, parce que la voiture n'a encore pas existé. Il y a des prémices euh, en Amérique ou en Angleterre, voire un peu en France, mais on n'est que dans, que dans l'expérimentation. Et dès 1849, eh ben, il va y avoir des entrepreneurs qui vont trouver que ça va être intéressant pour gagner de l'argent et ils vont s'implanter. Et de là, ben, il va y avoir une bonne petite décennie, puisque vous voyez, en 1854, il va y avoir 25 sociétés qui vont exploiter, et non plus 7 liaisons comme c'était initialement. Quand je dis liaisons, c'est des voies qui vont distribuer vers des quartiers, hein. Et là, il y a 69 liaisons. Et ce qui est assez formidable déjà à cette époque-là, c'est qu'il y avait 80 voitures, 500 chevaux et 400 employés. Voilà. Alors, à l'époque, c'est la compagnie générale des omnibus, hein. Alors, on me dit, on aurait pu dire caninbus ou chevalbus, j'en sais rien, mais c'était pas vraiment. Voilà, il y a une originalité dans les termes serait presque à se demander pourquoi ils ont été appelés comme ceci. Voilà. Et progressivement, chaque société va être phagocytée les unes par les autres et il ne restera plus qu'une en 1857 qui va manger toutes les autres. C'est la compagnie lyonnaise de l'omnibus avant qu'elle soit elle-même phagocytée par une autre. Voilà, donc là on est en 1872, déjà presque 20 ans après. On a 25 lignes qui sont desservies par un certain nombre d'omnibus.
Et puis, tout doucement, une sorte de chemin de fer américain, tiré par des chevaux, va commencer à faire naître dans la tête de cette compagnie qui a le monopole sur ces omnibus marseillais. Et là, vous avez en avant, donc ici, donc quelques exemples où le cheval va tirer donc ces fameux omnibus, mais qui vont être placés sur des rails. Ah, si on peut considérer que c'est la traction animale, hein, qui fait le tramway, alors c'est en 1876 qu'on va marquer la date et c'est la première ligne, c'était les Chartreux, relier les Chartreux à la Joliette. C'est la première ligne qui a été faite justement à cette époque-là. Alors on va voir il y aura plusieurs étapes de considérer la naissance du tramway. Ah, voilà, donc là on arrive, vous voyez, les chevaux, hein, et les omnibus qui reliaient donc les Chartreux. Alors pourquoi ce quartier-là? Parce que il y avait à l'époque de l'espace suffisant, ben, pour avoir un lieu de la compagnie des tramways où on va monter une immense écurie. Et là, il va y avoir pas loin de 600 chevaux qui vont, 6 écuries, avec tout le... Pardon, hein, je vais boire un petit peu, j'ai la voile de travers. Voilà, ils se sont implantés à Saint-Just, vétérinaires, palefreniers, il y a une quantité énorme de personnes y vivaient. Plus de 3000 personnes pouvaient y travailler dans dans ce lieu précis. Voilà, donc à la conception donc, va se mettre en chantier plusieurs lignes, 7 lignes, les Chartreux Place Neuve, dont j'ai pu récupérer des images des lieux de l'époque. Voilà, alors là, on a aussi, si vous le regardez bien dans les images, le tramway qui est à son centre de la rue Saint-Ferréol, mais on a aussi déjà la- le, le vélo qui a été bien implanté, puisque il va naître en 1850, hein, par un comte particulier, euh, et puis qui va progressivement se vulgariser jusqu'à la fin du 19e. Il y avait plus de vélos qu'il y avait d'omnibus, par exemple. La deuxième ligne, c'est la Saint-Ferréol-Catalan, dont on voyait ici une image. Là, on a d'autres images. Alors, évidemment, ce qui est original à regarder sur ces photos de l'époque, c'est que la vie était pédestre, équestre principalement, hein. Un peu cycliste, puisque ce sera surtout au début du 20e que le vélo va être phagocyté par la population, par le peuple, hein. Voilà. Et on voit que toutes les marchandises qui sont livrées ou qui vont circuler se font par charrette. Donc ça grouillait évidemment de propreté et de saleté, puisque les chevaux aussi, hein, font ce qu'il faut pour pouvoir vivre et laisser leurs crottins aussi un peu partout. Donc progressivement, ben, va se mettre en place des corps de métier qui vont récupérer hein, les saletés des chevaux et compagnie. Donc là, on a d'autres boulevards, Notre-Dame-du-Prado, Arinque, Longchamp, voilà, hein, Belzunce-Prado, comme nous le voyons ici. Et vous voyez que central, il y a les voies, la voie ferrée, et tout à fait au bout, on a le, le tramway qui va arriver. Voilà. Alors, ce tramway avait une particularité, c'est que contrairement aux autres rails qui existaient en France, dans d'autres villes, puisque va se développer évidemment sur Paris, mais aussi à Nancy, Le Havre, Orléans et bien d'autres villes, hein, à la même époque, je parle, hein, hein. Donc, c'est qu'il y aura un écartement qui va être différent et une circulation à gauche.
Voilà, c'est une particularité. Et autre particularité, mais là beaucoup plus originale et locale, c'est que pour désenclaver un petit peu le centre-ville, va se créer sur un chemin qui était un chemin de terre, qui était plus pour les amoureux de la promenade, hein, ou de la randonnée, entre guillemets, c'était qui était un chemin sur la corniche qui reliait ben, justement le centre-ville, hein, qui était le Vieux-Port, un chemin donc très côtier, hein, vraiment chemin, hein, je ne peux pas dire que c'était une route, hein. Et donc cette ligne, la dernière, va amener une ouverture considérable et un agrandissement de la corniche avec des travaux énormes pour pouvoir mettre en place cette ligne et désenclaver le côté sud qui n'était pas pourvu justement de, du métro. Voilà. Il y a encore une autre, c'est celle de Montredon. Et progressivement, au cours des années, et là on est au début du XXe siècle, va se mettre en place des lignes qui vont relier la banlieue. Bonneveine, là c'est Montredon, comme on voit les images, mais aussi la Rose, ici Saint-Marcel, hein, la Valentine. Alors là, contrairement aux autres, si vous faites attention aux images, vous voyez que je le redirai un peu juste après, va se mettre en place l'électricité. Et on aura donc des rames qui vont se brancher justement par des perches, par des câbles où l'électricité sera mise sur ces câbles tendus. Et là, on est un petit peu plus tard dans le temps. Voilà, alors là, les photos sont autour de 1920-1925. Donc la madrague, hein, que vous pouvez voir, chaque fois ce sont des images tirées sur les lieux que je vous cite, hein. Voilà, donc on peut considérer que tous les quartiers de Marseille, à la limite, Estac, la Madrague, compagnie, vont être desservis en 1870, mais ils ne seront pas par ces machines-là, hein, vous avez bien compris, puisqu'elles vont l'électricité va se mettre qu'au début du XXe siècle. Ils seront par traction encore des chevaux. Voilà. Alors là, va se mettre en place, comme je disais, que la société, la CLO, la compagnie lyonnaise, va être phagocytée à son tour par ce qu'on appelle la CGFT, qui est la Compagnie Générale Française des Tramways, et qui va se mettre en place à partir de 1875. Voilà. Et elle va commencer à faire des modifications par une traction mécanique, hein, moteur explosion, par voilà, certains moteurs particuliers. Et puis, progressivement, avec le positionnement de rails, justement, pour que, justement, on canalise le passage véritablement de ces omnibus, et de ces tramways, maintenant ils s'appelaient tramways à cette époque-là, on n'est plus sur les omnibus. Voilà, et toutes les lignes vont être desservies. Voilà. Et on va voir apparaître justement à la fin du 19e et surtout au début, eh ben, comme je disais, et la première ligne, c'est la ligne qui va aller jusqu'à Saint-Louis. La première ligne, une des premières en France qui va se mettre en place, contrairement aux autres villes. Évidemment, Paris sera la première, mais très vite, Marseille passera quasiment en tant que seconde ville de France, va accéder justement à cette possibilité d'avoir un... Alors vous regardez un peu sur les images le trafic énorme que ça a représenté et cette dualité qu'il va y avoir entre le cheval vapeur, le cheval euh, euh, turbo ou le cheval électrique, hein, ou le cheval crottin, si on peut l'appeler comme ça, et pendant près de 40 ans, donc de 1885 à peu près jusqu'en 1930, il va avoir cette dualité pour que tout progressivement va passer à l'électrique. Voilà, donc une ligne qui va être extrêmement intéressante, c'est celle qui va
passer par le tunnel sous la plaine et qui va accéder en plein centre-ville. Elle va être sacrément utilisée puisqu'elle va être utilisée pour desservir après, à son extrémité, justement la voie vers Aubagne en particulier, hein. Donc c'est la ligne 68 et elle aura toute son importance justement pour garder tout le temps cette primauté du tramway, parce que progressivement, euh, voilà, ben, les lignes vont se mettre à l'électrique, mais le trafic va grossir considérablement. Voilà, donc vous donnez l'exemple, hein, progressivement. Bon, je passe sur le côté des différents des moteurs qui vont être utilisés, c'est pas de notre ressort, mais au fur et à mesure, la modernité va se faire. Et vous voyez dans l'image qui se présente euh, une rame, un tramway. Vous la voyez telle que ici. Alors là, on est dans les années 30, 1930, et la différence qu'il y a avec celle que nous avons aujourd'hui, hein. Donc forcément, il y a une mécanisation et un confort qui est accru et des places de plus en plus intéressantes. Voilà, donc en 1912, il y avait 170 km de voies et elle va assurer, va aller au-delà des quartiers de Marseille et elle va assurer des liaisons, eh ben, avec Allo, avec Aix, etc. Voilà, voilà. Donc, et vous voyez, là, on est en bas de l'image, et à droite, le boulevard des Dames, le boulevard Longchamp, qui dit boulevard Longchamp, va rester une voie primordiale, où actuellement, c'est une voie qui est la seule voie, le boulevard Longchamp, emprunté uniquement par le tramway. Bon, entre-temps, évidemment, elle va être accédée aux voitures et le tramway aura disparu de ce lieu-là. Ah, donc, le tramway va s'améliorer. Là, vous avez sur la gauche des images sur l'élargissement considérable qui a été fait. Alors, l'élargissement s'est fait en plusieurs phases. Première phase pour mettre en place un réseau, je dirais, de la première ligne, hein, donc en 1876, 77 et 78, donc de la Corniche pour rejoindre David, hein, le Prado. Et deuxième phase, un peu plus tard, donc 30 ans ou 40 ans après, va s'élargir encore plus pour laisser la place pour vélo, voiture, en parallèle. De l'autre côté, on est, voilà, on est sur différents quartiers. Là, voilà, là, on est sur le pont, hein, particulier que nous connaissons. Il a été deux viaducs qui ont été construits, hein, hein, de la Fosse Monnaie et celui du Vallon des Offres, pour pouvoir passer au-delà d'une plage qui était placée dessous. Donc, vous voyez, et puis modernisation au fur et à mesure de cette corniche, parce que justement, c'était le côté le plus visuel, le plus artistique et le plus touristique de Marseille, et pas qu'elle, hein. Il y a aussi évidemment la Bonne Mère, hein, et sa colline, mais on va concevoir des tramways, des rames particulières, plus décoratives, plus aériennes, plus spacieuses, hein, pour les touristes, dont bénéficieront aussi évidemment les Marseillais. Voilà, donc là, le dépôt de les, qui était placé à Saint-Just sur les chevaux, tout doucement va disparaître au profit du dépôt des Chartreux, qui va prendre une grande place pour stockage justement de tous ces wagons. Voilà, donc on est sur la cohabitation, je le disais, là on est sur une des photos qui se situe en bas de la Canebière, hein, et on voit cette dualité qui existe entre piétons. Là, il n'y a que le cycliste que je n'ai pas pu mettre dedans, mais il y était aussi, si je peux dire, à cette époque-là. Voilà, là on est là où actuellement c'est le quai des Belges, hein, donc, qui a été rebaptisé encore, hein. Voilà. Et vous voyez justement cette foule qui circule et les tramways qui font partie du paysage. Bon, là, on est sur le boulevard de la République. On est sur
Eh ben, l'image de gauche, si on regardait encore vers la gauche, eh bien, on verrait le Vieux-Port, hein, comme on le voit ici sur l'image de droite. C'est le même lieu, mais là, on est sur le quai, différemment, et on voit cette dualité, qui va perdurer une bonne quarantaine d'années entre, le cheval, hein, et l'électricité. Voilà, donc les villes vont pouvoir, gagner, les villes commerciales comme, Château-Gombert, comme, bon là on est toujours sur Château-Gombert, hein, voilà, comme ici, Allo, hein, avec sa fontaine du Lion, qu'on reconnaît, comme Aix. Donc toutes ces villes vont avoir cette liaison directement avec Marseille et Aubagne évidemment, hein, dont on a ici, l'arrivée du 1er tramway. Et si vous êtes comme moi, ceux qui ont vécu il y a un certain temps, un nombre d'années, eh beh, vous avez dû connaître, Aubagne qui était pavé et avec des traverses de de voies ferrées qui amenaient justement, le fameux 40, hein, jusque là. Bon, voilà, donc là et là alors là, comme je le disais, le passage du centre-ville sous la plaine va amener, heu, à s'orienter vers l'est et à monter vers le nord-est qui sera sur Aubagne. Voilà, la ligne 40 telle que nous pouvons la situer. Alors à l'époque, il y avait le 40 va venir plus tard, on marquait les noms de la c'était on parlait du 12e, du 13e et c'était par rapport au nom. Là, la machine, c'est la 1258 comme vous le voyez sur la face avant donc de la locomotive. C'est une sorte de locomotive, hein, c'est dans le 12e. On démarrait sur l'arrondissement et avec le numéro de la machine. Et progressivement, ils vont être transformés par des lignes parce que justement, il va se passer quelque chose. Enfin, alors là, c'est peut-être que j'ai encore une dernière sur Aubagne, puisque là, on est juste, au rond-point de l'horloge. On dit le rond-point de l'horloge, mais avant l'horloge, il y avait l'obélisque. Voilà, puisque sur la gauche, on voit un début de charrette, on va vers le stade, hein. Et on est sur la place qui est la placette centrale, générale. Voilà, donc progressivement, heu, on peut considérer que le cheval, heu, va progressivement disparaître, visuellement à partir de la fin, on peut dire 1898. Donc mais on en verra encore un peu et on peut considérer qu'à partir de cette date jusqu'en 1929, toutes la quasi-totalité des villes, hein, donc de France et Marseille évidemment et son environnement, puisqu'on était ici sur Aubagne, Aix et compagnie, vont perdre la traction, hippomobile, à l'avantage justement du tramway électrique. Donc il y a un changement et il va y avoir un changement justement de dénomination progressive de ces numéros, hein. Donc là, je vous laisse lire un peu les évolutions donc voilà, donc vous avez ici donc les Trois-Lucs, le Merlan, Mazargues, la Pointe-Rouge et compagnie. Alors là encore, les rames enfin disons n'ont pas trop bougé dans leur évolution. Voilà, alors, la circulation devenait énorme. Regardez un petit peu sur le Vieux-Port. Maintenant enfin on est sur le Vieux-Port, mais en bas du Vieux-Port et la photo est prise justement, sur la Canebière, sur toute la longueur de la Canebière. Avec les nouvelles galeries où j'ai parlé, dans mon premier disparition, hein, de ces nouvelles galeries qui ont amené la naissance des marins-pompiers. Voilà, ça c'était mon premier exposé sur les monuments disparus, en particulier, un de ceux-là. Et on voit qu'il y a une grande circulation. Les voitures vont apparaître évidemment, hein, dès, on peut dire 1920, ça y est, il commence à y avoir une certaine vulgarisation et il va y avoir, de gros embouteillages. Puisqu'il y avait jusqu'à 5000 tramways qui passaient sur la Canebière.
vous imaginez, hein, et sur le port. Voilà, donc je prends ces éléments-là parce que c'est les plus caractéristiques sur les embouteillages naissants. Mais on voit encore un peu des petites charrettes de temps en temps, mais on est plus dans, dans l'exception qui fait la règle. Évidemment, avec la voiture, les tramways et encore quelques charrettes qui existant, le développement de la vulgarisation de la voiture, de l'automobile, va créer des embouteillages dans les centres-villes de plus en plus conséquents. Voilà, là, on est dans les années 30-35, là, juste avant-guerre. Et progressivement, à partir de 1922, à cause de ce que je viens d'indiquer, justement, de cette région massive ben, on va, la société, la compagnie générale, hein, donc ici française de tramway, va entamer une procédure de conversion des autobus euh, donc par rapport justement au tramway. Alors on va garder l'électrique, vous voyez, hein, les rames électriques, hein, progressivement, mais ils ne seront plus dans des rails. On va garder les infrastructures de l'électricité puisqu'on va gagner en place, puisque le but c'était de réduire le nombre de locomotives qui offraient un peu d'espace, mais pas suffisamment de transport de personnel dans son wagon. Donc on va créer justement des autobus qui et il va y avoir une dualité qui va se faire à partir de 1922 hein, entre le tramway et l'autobus. Et ben, progressivement, ce sera l'autobus qui va gagner cette bagarre. Et même avant-guerre, ce sera juste après-guerre, hein, puisqu'on voit qu'en 1939, le réseau d'autobus, il se limitait à 12 lignes, avec à peu près 80 véhicules, et que de l'autre côté, il y avait encore plus de 400 locomotrices et des wagons, plus de 500 wagons de tramway. Voilà, alors là, j'avais deux images pour montrer l'évolution. Hein, on a sur une photo, là, sur de droite, nous sommes en 56, comme nous l'indique à Mazargues, dans le quartier face à l'église de Mazargues, dans le boulevard Mazargues. Et vous avez ici, quelques années après, la ligne qui est remplacée par le tramway. Voilà, c'est la ligne 22, celle que je vous montre en particulier, hein, celle qui est la ligne qui reliait le centre-ville à Mazargues, va être la dernière à être supprimée en tant que rame tramway électrique au profit donc, de l'autobus, donc en janvier 1960. On peut considérer que à cette période-là, au-delà de cette ligne 22, ne va subsister qu'une seule ligne. C'est la ligne 68. Voilà, celle qui a cet avantage considérable, et la seule, à passer sous terre pendant 700 mètres hein, et de ressortir loin du centre-ville et d'accéder en plein centre-ville. Voilà, à la gare Noailles, évidemment. Donc, on peut considérer que cette ligne-là va être le fil qui ne cassera pas pour que le tramway va continuer son existence pendant tout le XXe siècle. Alors, toutes les lignes vont être supprimées, j'ai bien dit toutes les lignes, et celles sur Aubagne, celles sur Aix et compagnie, hein, Château-Gombert, et tous les quartiers de Marseille, toutes les lignes du tramway vont être supprimées au profit des bus, autant celle-ci va subsister. Et il y aura toujours cette volonté de garder cette ligne en la modernisant. Et de faire, c'est une sorte d'expérimentation. Cette ligne-là va servir d'expérimentation pendant près de 30 ans pour voir comment on pouvait faire pour améliorer. Et c'est ce qui va se passer. Donc, vous voyez, entre la photo, que je reviens en arrière, hein, la photo
et celle qui va se passer 30 ans après, on a considérablement modifié et la qualité du confort, de l'air, et surtout de l'espacement, puisqu'on va rendre plus large, plus long les machines, les tramways, hein, et on va à ce moment-là euh, faire des expérimentations, comme je le disais, pour pouvoir élaborer d'autres stratégies. Et c'est ce qui va se passer, puisque on peut considérer que la dernière ligne de tramway qui va subsister, elle va subsister jusqu'en 2004, la fameuse ligne 68, hein, qui passe sous la plaine, et on va l'interrompre pendant presque un an et demi pour pouvoir faire une modernisation de cette fameuse ligne. Donc là, elle va être remplacée provisoirement pendant un an et demi par des bus, mais en attendant, c'est la première qui va être remise en état et va être reliée à cette fameuse gare Noailles pour le relier à la Blancarde, comme vous le voyez sur le tracé orange. Donc on aura la première ligne qui va être mise en fonctionnement, ce sera la ligne T1, et là on est sur le renouvellement, donc c'est un projet qui va lancer sur un plan de déplacement urbain en 2000. Alors, ça va avoir des conséquences intéressantes parce que ça va se multiplier ces lignes du nouveau tramway quand Marseille va obtenir le label, hein, de ville de la culture européenne en 2013. Donc, forcément, l'Europe va contribuer à l'amélioration. Et je me dis, les fonds européens à l'amélioration, pour qu'elle devienne une ville européenne, il fallait qu'elle s'embellisse considérablement. Voilà, c'est ce qui va se passer. Et ce qu'a été le bien-être de tout ce quartier du sud de Marseille, avec le Mucem et les renouvellements de Vieux-Port, etc., etc. Bon, on peut imaginer, vous avez en tête toutes les nouveautés qu'il y a eu, hein, de ça. On peut dire aussi, je suis un peu avant, la Coupe du Monde de football, hein, en 1998, qui a donné aussi sa part belle aussi de subventions, mais plus limitée, puisque c'était au niveau des abords des stades, puisqu'elle a accueilli Marseille quelques phases de matchs de la Coupe du Monde de l'époque, où justement où la France va gagner sa première étoile. Donc nous sommes sur le T1 et progressivement va se mettre en place dans les quelques années qui viennent le T2, Bougainville, Castellane, et la T3, dont les couleurs sont différentes, hein. Le T2, c'est en jaune, le T3 c'est le 4 septembre, la Blancarde. Voilà, donc là, on est dans un développement de ces lignes que nous avons s'est développé donc à partir de 2004, 2004, 2007, 2010. Voilà, donc progressivement, on va gagner, enfin, si je peux dire, le on, c'est des ouvertures de, de zones de métro, d'accueil de métro, hein, au fur et à mesure, et ça allongement pour atteindre les liaisons entre le Silo et le Castellane, par exemple, hein, ou 5 Avenue avec Noailles. Voilà, donc il va y avoir une évolution progressive. Voilà, on peut considérer que 2007, 2008, 2010, voilà, on avance progressivement. Le renouvellement et la rénovation des quartiers des docks va amener automatiquement, hein, la création du MUSEM, forcément des lieux d'accès pour le métro, hein, et, euh, et les voiries aussi vont en bénéficier. Voilà, et on peut considérer qu'en 2015, euh, la naissance du quartier de l'Euroméditerranée, avec ces grandes tours qui vont apparaître, vont clore le financement définitif de ces trois grandes T1, T2, T3 qui étaient qui est prévu comme projet en 2004. Donc en 2015, donc ça y est, les trois grandes lignes vont être effectuées.
Mais on ne s'arrêtera pas là. J'ai dit on, m'englobant dans cette société que je suis en train de décrire, puisqu'il faut toujours aller vers l'avant. Et la ligne T3 va connaître des extensions qui s'effectuent. Donc, si vous descendez en plein Marseille, dans certains quartiers, il y a des travaux de partout. Et certaines, ben, c'est pour la création de l'extension du métro qui reliera ben, le chemin de Mazarques, donc de Saint-Exupéry, et qui ira jusqu'à Arenc, qui était le terminus du T3. Donc, l'idée, c'était de faire une transversale pour rejoindre le nord et le sud, de la Castellane au nord à la Rouvière au sud, puisque l'objectif, c'est de rejoindre la Rouvière de l'autre côté. Alors là, on est sur la phase 1 qui est en train de se faire, certaines portions qui sont en route. Voilà, et vous avez ici la suite et la fin de cette même ligne, puisque elle va de la place Castellane rejoindre toute l'avenue Cantigny, le Boulevard Schlosling, euh, Auguste Aubert, Vuitton, et rejoindre Saint-Joseph pour arriver jusqu'à la Rouvière. Voilà, donc en passant évidemment par les points d'accès importants pour les citadins, c'est le stade de l'Odrome, la Caplette, et aussi l'hôpital Sainte-Marguerite, qui est un poumon médical extrêmement important. Donc voilà les objectifs. Alors on peut considérer que ce tramway, il a circulé entre 1876, sa création, jusqu'en 2004. Alors vous avez bien compris pourquoi, hein, à cause, entre guillemets, ou grâce à cette ligne 68 qui passe sous la plaine, hein, et qui rejoint la gare Noailles, hein, jusque après la, euh, comment dire la gare particulière. Et là, vous avez ici, donc, jusqu'en de 1876 à 2004, il y avait 3 seules agglomérations françaises qui ont conservé ce tramway. Toutes les autres ont disparu. Voilà. Hein, et la ligne, alors si on peut dire qu'elle s'est arrêtée en 2004, le tramway, c'est uniquement pour améliorer sa ligne 68 qui était désuète. Donc là, vous avez les 3 catégories d'évolution. Le cheval, ici, après l'électricité, hein, en haut à droite, et en bas à gauche, vous avez le remplacement par les bus. Et puis, il manque évidemment la toute dernière qui est actuelle, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, on rentre dans un démarrage après 2004, dans de nouvelles conceptions et une nouvelle organisation donc, de Marseille, avec des lignes euh, qui vont s'ouvrir et vont se réouvrir sur des lieux qui étaient là à l'époque, quoi. Voilà. Alors, l'image que vous voyez euh, en bas, à gauche, c'est une ligne qui est réservée, enfin, une route même, hein, le boulevard Longchamp, au bout, vous voyez le palais Longchamp, hein, les images du palais Longchamp, qui est réservé uniquement, justement, à cette interdite à la circulation automobile. Voilà, donc Marseille a vu naître quasiment le premier tramway en France et a gardé tout le temps son tramway, même quand elle n'avait plus qu'une seule ligne, la ligne 68, et elle se remodernise depuis pour s'étendre sur quasiment les mêmes lieux qui avaient été faits à l'époque. Voilà. Donc voilà, on arrive, et pour donner la dernière image, je donne une petite précision, parce que pour ne pas être surpris sur ce que vous allez voir, je vais vous mettre une carte de la prochaine image, où vous verrez des couleurs apparaître en rouge, mais elles seront indiquées, hein, il y a une légende qui est indiquée, mais c'est pour pas que vous en soyez surpris. L'évolution depuis 1816 jusqu'à l'heure actuellement de toutes les lignes ferroviaires. Et alors, quand je dis ferroviaire, c'est en même temps le chemin de fer, mais ça, c'est moins le chemin de fer qui nous intéresse que les tramways qui ont apparu
et disparu au cours de ces 140 ans d'existence. Voilà, alors je vous les laisserai une fois ou deux pour vous compreniez. Là, en gris, ce sont les lignes de chemin de fer. En jaune, en vert, pardon, apparaître, vert clair, c'est les lignes du cheval. Et en vert, au fur et à mesure, qui vont se noircir, et on va passer à la mécanique et on va passer à l'électrique. Et puis après, eh bien, on va repasser par une autre couleur qui sera celle que nous connaissons actuellement sur le métro actuel. Voilà, vous avez la légende qui est située en bas. Et vous, alors j'ai trouvé ça assez original. Et là, vous avez en plus grand plan le centre-ville, hein, pour améliorer. Vous voyez le maillage considérable qui avait été effectué, hein. Alors, vous pouvez imaginer les travaux avec les habitants qui habitaient là. C'était quelque chose quand même d'assez hallucinant. Donc voilà, ça c'est une conclusion qui montre que ben, Marseille, euh, comme d'autres villes, hein, les grandes agglomérations françaises, vit de travaux, d'améliorations, de modifications de voies, d'habitations, etc. Voilà, hein. J'ai trouvé ça intéressant et on peut considérer qu'on a eu différentes phases dans cette phase du tramway. Le le cheval seul, le cheval dans des lignes de chemin de fer. Ensuite, il y a eu la motorisation mécanique et le moteur à explosion. L'électrique va suppléer tout ça, transformé après par le métro, pardon, par les autobus, et à nouveau, le métro va réapparaître. Voilà, ça c'était pour donner la conclusion finale de ce deuxième gros morceau que je voulais donner sur alors, j'ai fait un euphémisme en disant que c'était la disparition des monuments. Là, on est sur la ligne 68 a été notre fil conducteur qui a permis de le conserver très peu de temps. Mais il s'est arrêté quand même 1 an et demi pour sa modernisation. Et on va atteindre la dernière partie de cette conférence sur le zoo de Marseille. Alors, vous savez, si vous êtes du coin, que Marseille avait un zoo, mais je vais vous en donner un petit peu plus d'explications, hein, qui est quand même plus intéressant. Voilà, ça fait presque 35 ans que le zoo a fermé ses portes. Voilà, il y avait un zoo à Marseille jusqu'en 1987. Voilà, et il était situé donc en plein cœur du parc du Palais Longchamp. Alors, je vais vous raconter un petit peu son histoire et son évolution, forcément, avec ses hauts et ses bas, comme il se doit dans toute structure qui évolue. Tout commence par un homme, comme toujours, hein, c'est Barthélemy Pommeret, qui était directeur du Muséum d'histoire naturelle de Marseille. Alors à l'époque, il n'était pas évidemment sur le lieu que nous connaissons, le muséum. Il était dans un autre endroit. Et là, ces réflexions et les plans qu'il avait commencé à établir, c'était dans les années 1840. Alors voilà quelques plans. Et si vous regardez ce plan, vous allez dire, tiens, on dirait que c'est le Palais Longchamp. Donc il avait déjà en tête non seulement de créer un lieu agréable pour y implanter justement une décoration, je dirais, d'arbres, peut-être de décoration par des fontaines. Et on va voir que c'est la symbiose de l'idée de Barthélemy Pommeret euh, avec d'autres, hein, vont amener à créer l'ensemble du, euh, du, du- du parc et du palais Longchamp, dans la mesure où va s'implanter à ce moment-là, en même temps, le muséum qui va s'implanter au cœur, justement, de part et d'autre de cette fameuse fontaine qui va se créer une trentaine d'années après. Et derrière, les allées que vous voyez, eh ben, c'était justement le parc avec éventuellement des cages à y insérer. Alors tout ceci, c'est d'autres plans qui l'indiquent, hein. Voilà. Donc son intérêt, c'était un terrain d'expérimentation pour l'acclimatation de certaines espèces et d'offrir aux Marseillais
cette soif qu'ils avaient de connaître des peuplades et des, alors j'ai bien dit peuplades, je ne me suis pas trompé, et en même temps des animaux venant d'autres régions du monde, d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs, hein, d'Australie et compagnie. Voilà, alors tout ceci va amener justement à avoir une activité du zoo qui va s'implanter pendant près de 132 ans. Voilà, alors le jardin zoologique, voilà, tout va venir eh ben, de Napoléon III, qui veut redonner le blason à cette ville de Marseille, qui est le plus grand port à l'époque de France. Et alors, il va amener d'autres modifications, hein, hein, comme les, la préfecture, comme ça, j'en reviendrai dans d'autres conférences plus tard, hein, ou le, comment dire, le palais qu'il va donner pour sa femme Eugénie, qui est le fameux palais du Prado. Hein. Il va créer donc cette idée-là sur des hommes qui vont s'appuyer pour créer donc ce fameux zoo en 1854. Voilà, donc Marseille devient la première ville de province donc, à posséder un zoo, donc en 1854. Bon, très peu de temps après vont suivre Lyon, donc on voit quelques images, puis après Mulhouse, et bien plus tard, près de 60 ans après, le fameux parc de zoo de Vincennes, vous voyez quelques images et le plan se créera. Tout va venir d'un long champ, un plateau, où il y avait la culture donc, du raisin et de l'olive, quoi, donc de la vigne et de l'olivier. Voilà, donc la ville va acquérir ce grand terrain qui se situait pas trop loin de la gare, j'ai bien dit pas trop loin, hein, puisqu'on voit la gare, si vous voyez le plan, elle se situe, si vous voyez, c'est marqué 51 et 68. Et progressivement, de 3 hectares dans sa constitution, elle va dépasser les 4, les 5, voire les 6 hectares en débordant sur au-delà du boulevard de Cassini et un pont sera mis en place. Alors, vous voyez en même temps plusieurs choses là sur cette image. C'est qu'il y a à côté de la flèche l'indiquant, le fameux pont, à côté, il y a une grande bande bleue qui est l'arrivée du canal de Provence. Puisque là, on est dans les mêmes périodes, hein, de sécheresse de la ville de Marseille. Bon, j'avais fait une conférence spécifique sur les eaux et les bassins de Marseille, et l'arrivée de l'eau sur Marseille va se concrétiser justement par la création des fameuses fontaines, la fontaine, hein, par Espérandieu, cette cascade donc, du palais Longchamp, et dessous, je veux dire dessous cette butte, c'est des grandes réserves d'eau pour amener l'eau à la ville de Marseille. Voilà. Et donc, on va voir de temps en temps, dans les images du zoo, on va voir apparaître ce que vous voyez sur la gauche, qui est une arcade, hein, dans laquelle l'eau circule par-dessus. Voilà. Donc, le, 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 le- le zoo a été traversé à un moment donné par le fameux canal, et il continue de l'être d'ailleurs, hein. Si vous promenez actuellement dans ce parc, ben, vous verrez toujours ces arcades où l'eau circule. Voilà, donc d'un propriétaire privé, l'État va le racheter, hein, assez rapidement. Alors, vous voyez là l'engouement déjà avec le nombre de cages qu'il y avait à l'époque. Voilà, pardon. Voilà, et elle va laisser la gestion à une société jusqu'à la fin du 19e siècle. Et progressivement, c'est le service de la ville qui va prendre en charge
ce zoo, l'entrée en deviendra gratuite et je donnerai un peu quelques éléments d'explication sur ce qui va se passer à l'intérieur. Voilà, alors on peut considérer que l'engouement a été considérable parce que les gens étaient assez curieux. Euh, il était rarissime, par exemple, de, de voir une girafe. Une girafe était quelque chose d'exceptionnel, vraiment exceptionnel, mais des lions, des tigres. euh, et les gens vont prendre l'habitude, alors le bouche à oreille marche très très vite, et on va venir voir la première girafe qui s'appellera Fanny. Elle va apparaître euh, une dizaine d'années après la création, hein. Il va avoir aussi euh, chaque nom, chaque lion, Brutus, les ours, Mira, Mirka. Voilà, des noms vont circuler et on va venir voir ces animaux parce qu'ils vont être un peu fétiches. Et dans ce fétichisme, eh ben, il y a le fameux éléphant Poupoule. Alors là, évidemment, ça vient sans doute du dessin bien Poupoule, vieux Poupoule, hein, qui fait toujours sourire quand on entonne ce chant ancien et qui était d'un contact avec le public de façon considérable, puisque c'était une attraction par lui-même. Tellement il, euh, il variait, il faisait ses bruits, il se redressait sur ses pattes, enfin, dès qu'on lui donnait quelque chose, il agissait. Voilà. Et même si le premier éléphant était comme ceci, on va perdurer son nom à d'autres animaux, à d'autres animaux de la même espèce, évidemment, d'éléphants. Alors, il y eut pendant la fin du 19e et le début du 20e, plus de 105 mammifères, plus de 2200 oiseaux, énormément d'espèces de singes, jusqu'à 30 espèces de singes différents, sauf le gorille. Et après, eh bien, comme on peut voir sur l'écran, des phoques, des ours, des kangourous, des zèbres, dromadaires, chameaux, girafes, éléphants, rongeurs. euh, C'était une condition, je dirais, c'était la multiplicité et la variété qui faisait la richesse. Donc, chaque fois qu'il y avait un nouvel animal qui était nouveau qui apparaissait, les publicités faisaient relancer un petit peu l'activité justement touristique. Après, bon, se développer de façon plus simpliste et moins contraignante des volatiles, comme des essachiers, ou des oies ou des canards exotiques, évidemment pas ceux que nous connaissons dans nos campagnes, et les deux espèces d'autruches qu'il a fallu d'ailleurs séparer parce elles ne s'entendaient pas, puisqu'on voyait qu'il y avait des séparations. Voilà. À la fin donc, du 19e, et à cette reprise de la ville, de la gestion par la ville du zoo, eh ben, il y avait aussi des tigres, des pumas, des loups, des hyènes, voilà, et même un vivarium qui va être installé. Bon, mais il ne va pas bien marcher et ils n'auront pas beaucoup de variétés particulières. Pareil pour cet aquarium. Voilà, donc euh, jusqu'en 63, en 63 va avoir la ville qui veut se décharger de cette libération gratuite d'entrée, hein, et d'un coût financier important pour se dégager sur d'autres travaux, va céder à un zoologiste, André Franchi, donc le parc, qui va fermer ses portes pendant quelques mois pour le rouvrir en le embellissant de nouvelles espèces, une école de dressage, et même un bassin avec des otaries, et même un spectacle de dauphins. Alors moi, je sais que j'y avais été quand j'étais jeune, et j'ai encore cette phrase très particulière de celui qui faisait la publicité, qui était tout près du pont d'enjambement du boulevard Cassini, hein, et qui disait, ici le show des dauphins, les shows des dauphins. Ça devait être forcément un Américain qui devait être le dresseur de ces dauphins, parce que son accent faisait sourire tout le monde. Bon, ça c'était une petite anecdote personnelle,
mais qui peut-être que vous avez vous-même eu et qui m'a fait bien sourire. Voilà, donc il va avoir un regain d'augmentation de la population jusqu'à 2 ans après, donc ça, d'avoir cédé à récupéré la ville en 1962, donc il va y avoir 400 espèces différentes qui vont y vivre. Ce sera l'âge d'or et il va étendre même le parc à jusqu'à 7 hectares. Mais évidemment, pour rentabiliser quelques buvettes, des lieux aussi de consommation, pour qu'il puisse revenir dans les fonds ce qu'il avait investi. Bon, mais il est tombé à une période, dans les années 60-65, c'est le grand boom de la popularité de la voiture. Et les gens ben, vont s'évader plus pour aller un peu plus loin, découvrir la Provence ou la France ou d'autres régions d'Europe. Donc, progressivement, l'automobile va amener cette liberté d'évasion et de tourisme, et le centre-ville va s'appauvrir de ces Marseillais qui venaient régulièrement donc au zoo, accompagnés de ses enfants, voire de leurs petits-enfants. Donc de plus en plus, et progressivement, eh ben, le, le zoo eh ben, va perdre la population, les spectateurs, voilà, et va amoindrir le personnel, moins nourrir, etc., moins nettoyer les cages, les enclos, et on va, et voilà, il faut attendre par année dégressive, presque pendant 20, il va tenir 20 ans quasiment, hein, le départ du dernier pensionnaire vers les eaux de Fréjus et de la Barbenne, qui est plus régional, pour que le jardin zoologique ferme ses portes. Voilà. Mais le zoo ne va pas s'arrêter pour autant sa mort. Il y a toujours des rebondissements dans la vie, et le zoo va avoir ce dernier rebondissement assez original. Alors, qu'est devenu le zoo depuis le 30 décembre 1967? Eh ben, il va rester dans tous les cas les lieux, hein, les espaces, les allées, les, euh, les parcs, les grilles, enfin tout ceci. Et, là, et beaucoup d'animaux qui vont décéder vont être amenés au sein même du parc, au palais, justement au muséum, ou confiés à des taxidermistes. Ils vont être mis en vitrine euh, dans ce sens-là. Alors là, vous avez ici à gauche une girafe. Alors on peut considérer que Marseille a toujours eu l'originalité de ces girafes. Alors je vous dis ça pourquoi. D'abord, il y a eu 17 girafes qui sont restées sur Marseille depuis 1875, où la première est apparue sur Marseille. Voilà. Donc, c'est une de celles-ci qui est décédée, qui a été empaillée, hein, euh, voilà, naturalisée comme ils disent, qui est beaucoup plus snob comme mot. Mais Marseille a connu des histoires sur la girafe qui est assez originale, et ils ont toujours eu ce côté particulier. Là, je donne cette anecdote particulière où, le 23 octobre 1826, une fameuse girafe qu'on appelait la girafe Zarafa, que j'ai exposée il y a ça 2 ans dans une des conférences, qui a débarqué sur Marseille pour offert par le, le, le grand Manitou du Soudan à Charles X, voilà, pour Paris. Cette girafe va être en mauvais état en arrivée, 26 jours de bateau. Donc ils vont la faire promener, tenue en laisse, du côté du Redon, et elle va s'échapper. Donc là, il y a eu 2 jours de course-poursuite terrible. Ils vont la récupérer, l'amener dans un parc privé de la préfecture, et elle va, parce que là on est en hiver, et elle va partir après à pied pour rejoindre Paris et le zoo de Vincennes, enfin
pas le zoo de Vincennes, mais un des zoos qui était le zoo de Paris à l'époque. Voilà. Et on va lui confectionner des petits chaussons particuliers, une garde-robe. Enfin, cette girafe, elle est connue par la France entière de ceux qui s'intéressent justement aux animaux et à toutes les anecdotes qui ont lieu. Moi, c'était une petite anecdote en passant, mais elle était assez originale. Et vous avez ici, bon, là, vous avez ici là, le contenu du zoo. Donc, la plupart, à part le rhinocéros qui, lui, n'a jamais existé hein, sur le zoo de Vincennes, le zoo du Palais Longchamp. Par contre, l'image de droite, alors celle-ci aussi est assez originale, puisque c'était donc un tigre donc, qui avait été euh, amené en transfert pour partir sur l'Algérie et qui va s'échapper. Il y a une cage qui va être ouverte, il va s'échapper sur les quais de la Joliette. Alors je ne vous dis pas pendant 2 jours la peur qu'il y a eu dans ce quartier. Et donc là, on est le 17 septembre 1909. Vous voyez? Et depuis cette date-là, c'est cette fameuse girafe qui est appelée la Sumatra imperia qui va être naturalisée et mise justement en dépôt en ce lieu donc, du zoo. Alors, que reste-t-il? Ben, il reste le pavillon de la girafe, hein, tel qu'il a été modernisé dans le parc. Il reste celui de l'éléphant. Il reste des volières, des cages vides. Hein. Mais en, le, comment dire, là, on est à la fin mars 2013. Un, un grand entrepreneur va faire venir donc, tous ces animaux qu'il a fait colorer, que vous voyez un peu en image là, hein, en contrebas, qui a circulé dans le monde entier, et il va les, les parquer, entre guillemets, et parquer définitivement dans le fameux parc. Donc si vous y allez depuis cette date-là, hein, depuis 10 ans, eh bien, vous verrez ces fameux animaux qui font revivre les cages avec, alors ils les appellent ces animaux, Z, avec un Z devant, hein, c'est le parc des animaux. Hein, c'est comme ça. Hein. Et donc, il va relancer euh, le Palais Longchamp avec plus de 120 animaux. Hein, c'est son originalité, puisqu'il appelle ça le parc le Funny Zoo, pour le rendre. Alors, l'originalité, c'est qu'on va pouvoir redonner un nom à tous ces poupoules, Pacha et Malika, etc. Mais cette fois, ils ont changé de couleur. Et ce qui est assez original, que vous verrez une fois par trimestre, et ça s'effectue encore maintenant, il y a eu dans l'histoire du zoo plusieurs, dont la girafe dont je vous ai parlé en 1826, mais elle ne faisait pas partie du zoo puisqu'il n'existait pas à l'époque. Mais il y a eu quelques événements sur Marseille où comment dire, un éléphant d'un cirque s'était échappé dans les années 60, une panthère encore, etc. Donc, ben, ce fameux euh, comment dire, euh, entrepreneur ce fameux zoo, de zone va créer donc un échappement tous les trimestres d'une quinzaine, une 13 en général, animaux qui va répartir et qui va les mettre souvent autour de la mairie de Marseille. Voilà, donc vous verrez de temps en temps des animaux qui vont s'échapper comme ils se sont échappés. C'est un petit clin d'œil qu'il effectue à la ville. Voilà. Et en dernière image, pour clore à la fois ce chapitre et cette conférence, c'est qu'on voit encore, par moment, mais il reste quoi de ce zoo, au-delà de tout ce que je vous ai dit, il reste le nom d'un boulevard, le boulevard du Jardin zoologique, et qui n'est pas encore effacé. Euh,
un mur avec quelques traces encore, hein, de lieux, mais je pense qu'il ne sera pas tardé à disparaître. Voilà, c'était la dernière petite, anecdote que je voulais indiquer. Donc si vous allez, voir le parc le zoo, ben, vous trouverez ces animaux, mais vous pourrez les trouver aussi, de temps en temps, hein, s'échappant et revenant régulièrement de du zoo de Marseille. Alors souvent, ce sont les plus gros animaux, hein. C'est éléphants, girafes, rhinocéros, et ou panthères, tigres, lions qui s'échappe plutôt qu'un aigle ou un petit pigeon. Parce que sinon, ça ne marquerait pas les esprits. Voilà, donc si vous les voyez, eh bien, vous aurez l'histoire et vous pourrez raconter cette histoire que je vous ai livrée là. Voilà, je vous conclus donc par cette anecdote et puis ben, vous engage à éventuellement regarder la dernière que je ferai cette année aussi, qui sera dans le courant mai, qui parlera d'autres choses encore sur des éléments ou des structures ou justement des institutions qui ont disparu. C'est un peu la mathématique. Voilà, je vous remercie. Et je laisse, en attendant que